Alors, pourquoi m'intéresser à la question de la liberté de création artistique en France? Tout d'abord parce que c'est une notion, une catégorie qui est très souvent mobilisée dans l'espace public français, dans le discours en ce moment en France. Encore récemment, nous avons eu une polémique dans mon université à la Sorbonne, dont vous avez peut-être entendu parler au Québec, qui a porté sur une création qui était une pièce de théâtre, Les Suppliantes d'Eschyle, qui devait être représentée à l'université de la Sorbonne et qui a été empêchée par une association de défense de la cause des Noirs en France, le CRAN, qui dénonçait une pratique du blackface dans la pièce donc des Suppliantes d'Eschyle. Donc, en réaction à ce que beaucoup de gens ont appelé de la censure, il y a eu un certain nombre de textes écrits consacrés à la notion de liberté de création, là encore, donc avec cette idée d'une création qui est vue comme étant menacée et donc qu'il faut à tout prix défendre. Donc si dans l'ensemble, beaucoup partagent cette idée que la création doit être particulièrement protégée, il me semble qu'elle est très souvent abordée en France par un imaginaire que l'on peut dire martyrologue, c'est-à-dire on traite la question de ses limites en ayant recours au terme de censure et en homogénéisant les cas d'espèces qui sont présentés dans toutes les polémiques qui concernent l'art, alors pourtant que les cas sont très divers. On a travaillé sur la question de Golgotha Picnic, là qui était une question de l'art et par rapport au blasphème. Ici, c'est la question du blackface qui est posée, donc des limites qui sont très variables, mais que la notion de censure a tendance à homogénéiser. J'en veux pour preuve des exemples d'ouvrages qui sont publiés en France sur ces questions-là. Il faut savoir que sur la question de la création et de la censure, il y a deux figures phares qui occupent tout l'espace public. C'est Emmanuel Pierrat, qui est donc un avocat en droit de la presse, qui a tendance à monopoliser le discours dès lors on parle de liberté de création. Il a une tribune dans Livre Hebdo, il est invité dans tous les colloques universitaires qui portent sur la question, et en plus de ça, il publie donc 1 ou 2 livres par an. Donc là, par exemple, dans cet ouvrage qui est un parmi les très nombreux qu'Emmanuel Pierrat a publié, donc ça s'appelle Le Livre Noir de la censure, c'est sur l'époque contemporaine, on voit une couverture sensationnelle qui reprend les codes graphiques des magazines à sensation, avec le noir, l'écriture en blanc et en rouge pour le mot censure. Et si on lit un extrait de 4e de couverture, il est écrit « La censure est aujourd'hui omniprésente, presse, cinéma, art plastique, livres, théâtre, musique, jeux vidéo, télévision, etc. Il ne s'écoule plus une semaine sans qu'elle fasse la une, d'affaire en affaire, dans un monde où l'art et l'information connaissent de moins en moins de frontières et paradoxalement de plus en plus de restrictions. » Donc on voit bien ici que rien que dans l'accumulation en presse, cinéma, art plastique, livre, théâtre, musique, jeux vidéo, etc., on a une homogénéisation des cas, on a une sorte d'inventaire à l'après-vert, mais qui donne l'impression qui vient s'opposer à ce singulier de la censure comme un tout homogène. Si l'on prend un deuxième exemple, là c'est le magazine Beaux-Arts qui a été publié, donc un numéro publié à l'automne 2018, en octobre. Donc vous voyez, là encore, les nouvelles formes de censure sur la couverture. Et dans tout le dossier, on lit à peu près la même chose que dans le discours d'Emmanuel Pierrat. Donc vous pouvez y lire ici, la liberté de création est désormais la cible d'attaque émanant aussi bien de ligues de vertu que d'activistes luttant contre les discriminations. Donc le terme de liberté de création est utilisé ici, mais là encore, aucun questionnement sur ce que c'est que la liberté de création et sur ce qu'est la création, donc avec une homogénéisation. Et je peux prendre un troisième exemple. Le troisième exemple, c'est le discours d'Agnès Trécoire, qui est venue ici. Évidemment, ce n'est pas du tout une question de personne. Donc Agnès Trécoire, qui fait partie de la Ligue des droits de l'homme, qui a créé en France, en 2002,
un observatoire de la liberté de création, dont la vocation affichée est, je cite, de rendre compte des formes de censure ou de restriction imposées aux œuvres et aux artistes. Donc, l'Observatoire de la liberté de création opère une veille de tous les cas de censure qu'il y aurait en France, et ils sont très nombreux, à en croire, l'Observatoire de la liberté de création. Vous l'aurez compris, dans ce discours alarmiste doit être entendu, puisque il y a peut-être, en effet, en ce moment, on doit être peut-être particulièrement attentif à des attaques contre des créations artistiques. Ce n'est pas du tout ce que je cherche à remettre en question. En revanche, ce qui est problématique, c'est de faire comme si la création était un tout dont la définition ne posait pas de problème. Et c'est pour cela que je m'interroge sur ces questions-là. Donc, il me semble qu'une des façons de réfléchir à la question de ce qu'est une création et de ses limites est d'aller voir des gens qui sont confrontés à ces questions-là, presque, enfin, pas quotidiennement parce que les affaires ne sont quand même pas si fréquentes, mais qui doivent se poser ces questions-là, ce sont les juristes. Parce que les juristes, eux, sont confrontés à des cas d'espèce. Ça va justement à l'encontre de ce discours homogénéisant. Ils doivent s'intéresser à des cas singuliers qui vont mettre en œuvre et qui vont pour lesquels ils vont devoir s'interroger sur les limites de la création artistique. Pour rappel, j'utilise beaucoup les travaux de Nathalie Eynik, donc de la sociologue de l'art Nathalie Eynik, qui rappelle que on a changé de paradigme et que le paradigme de l'art contemporain est précisément un paradigme dans lequel qui se définit par la transgression des limites. Donc répondre en disant que la création est unique et a une définition et une essence unique apparaît du coup complètement inadéquat et anachronique. C'est un argument qui relève de l'époque de l'autonomisation de l'art, qui a précisément été remise en question par le paradigme de l'art contemporain. Alors donc, on va aller voir comment se jouent les choses du côté du droit, parce que donc il me semble que c'est un bon observatoire pour voir comment les juges se confrontent à ces cas complexes, et ça permet donc de voir la diversité des questions qui sont posées au droit. Évidemment, le droit n'est qu'une manière d'aborder la question de la création, puisqu'il y a énormément de polémiques qui ne sont pas portées devant les tribunaux. Donc je ne prétends pas, bien sûr, résoudre la question, toute la question de ce qu'est la liberté de création dans le discours public, mais c'est une bonne porte d'entrée, en tout cas pour voir les cas d'espèce qui peuvent se présenter devant les tribunaux. Alors, je travaille à partir d'un corpus qui est un corpus de jurisprudence. Donc, un corpus de jurisprudence en France, donc, qui sont les décisions qui ont été rendues concernant des créations, qui relèvent du droit de la presse depuis les années 2000. Donc je ne vais pas, en fait, je ne sais pas si vous savez, mais à Paris, on a une distinction entre la 17e chambre, qui est la chambre de la presse, et la 3e chambre, qui va s'intéresser à toutes les questions de propriété intellectuelle. Donc je ne suis pas du tout allée voir du côté de la 3e chambre, mais seulement de la 17e, et j'ai augmenté ce corpus par un certain nombre de décisions qui relèvent aussi du droit de la presse, rendues par d'autres juridictions françaises. Mais une des spécificités françaises, je ne sais pas comment c'est au Québec, c'est que presque toutes les maisons d'édition où donc les gens qui vont être cités à comparaître sont à Paris. Et donc ces procès ont lieu à Paris à la 17e chambre, donc qui concentre presque toutes les décisions. Alors bien entendu, lorsqu'il y a eu des arrêts d'appel ou de cassation, c'est aussi, ça fait aussi partie de mon corpus. Je tiens à insister sur la difficulté d'accès au corpus en France. Donc c'est un corpus qui n'est pas complètement systématique parce que les tribunaux et les avocats donnent sont assez réticents quand je vais les voir pour avoir accès à des décisions. Voilà, il y a certaines décisions auxquelles je n'ai pas eu accès, elles ne sont pas toutes publiées, mais je pense quand même avoir un échantillon suffisamment représentatif. Par ailleurs, pour mener ce travail, j'ai aussi mené des entretiens avec des juristes en France,
qui sont confrontés quotidiennement, enfin non pas quotidiennement, ça c'est un abus de langage, au contraire, hein, qui sont en droit de la presse, mais qui ont été confrontés à la question de la liberté de création. Donc soit qu'ils doivent l'appliquer, deux juges de la 17e chambre, hein, qui est président de la 17e chambre, Anne-Marie Sautreau et puis Fabienne Sirodet-Garnier, et puis 6 avocats qui ont été qui sont intervenus dans un certain nombre d'espèces sur lesquelles je travaille, parce qu'il faut savoir que là aussi, il y a une concentration. Ce sont les mêmes avocats qui plaident toujours. Donc c'est ce qui fait que au tribunal et dans les décisions, il y a tendance à avoir, on a des principes qui commencent à émerger, puisque finalement ce sont toujours les mêmes gens qui produisent les mêmes discours à cause de cette concentration spécifique à Paris. Hein. Donc encore, si je dis spécifique, je ne sais pas comment c'est au Québec, hein, donc vous pourrez d'ailleurs me dire si vous observez la même chose. Je commencerai par donner quelques repères juridiques généraux pour esquisser les contours de la liberté de création en droit français. Je précise que je ne suis pas une juriste, hein, donc n'hésitez pas ensuite, dans la discussion, à relever des imprécisions, ça m'aiderait beaucoup. Et ensuite, je mettrai en lumière 2 catégories majeures d'appréhension des œuvres créatives en France, que sont le genre et la fiction. Hein, ce sont les 2 grandes catégories qui sont mobilisées pour appliquer la liberté de création, selon moi. Et enfin, j'essaierai de montrer que une articulation entre création et fiction, qui est très souvent mobilisée dans les cas français, me paraît reposer sur des inférences et des présupposés problématiques. Et je présenterai ainsi une étude de cas, qui est le cas Beignet-Burkel. Voilà, je vous le présenterai tout à l'heure. Donc je commence par la question, par les repères juridiques, hein, pour aborder le corpus en France. Donc la liberté de création artistique est une catégorie en pleine expansion au tribunal depuis les années 2000. En effet, du point de vue des textes, comment ça se passe en France? Le droit de la presse est régi par la loi de la presse de 1881, qui est une loi sur la presse, qui ne mentionne pas de spécificité du discours artistique. Hein. Donc il n'y a pas dans la grande loi sur la presse d'attention à la création. On a donc eu tendance, hein, le droit français a eu tendance à rattacher la liberté de création à la liberté d'expression, qui trouve son fondement dans l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, hein, qui dit que la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Donc, rattaché à la liberté d'expression, on voit bien, hein, qu'il n'y a pas de spécificité de la création. Elle est aussi rattachée, cette liberté de création, à la propriété intellectuelle et au droit moral qu'un auteur a sur son œuvre. Mais les choses ont changé dans les textes en France, puisque en 2016, suite aux attentats de Charlie Hebdo, hein, et sous l'influence d'Agnès Tricouart encore, il y a eu une loi qui a été promulguée en France, qui est la loi dite LCAP, la loi relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. Donc c'est la première loi, hein, qui reconnaît explicitement la liberté de création. Elle dit, hein, elle vise à protéger et garantir la liberté de création en disposant que, je cite, la création artistique est libre. Donc on voit bien que la liberté de création est reconnue par un texte, mais tous les juristes s'accordent à dire que ça ne changera rien, puisque on se heurte encore, là c'est moi qui le dis, mais à la question de la définition de ce qu'est la création. Du point de vue de la jurisprudence ensuite, hein, la liberté de création est plutôt un droit jurisprudentiel. En effet, les juridictions françaises ont tendance à faire des expressions créatives, donc on pourrait appeler artistiques aussi, hein, des discours spécifiques qu'il faut davantage protéger que les autres. Et ce principe est très souvent affirmé, formulé comme préalable à de très nombreuses décisions. Et comme par exemple, hein, dans ces deux extraits de décisions judiciaires rendues en France, donc qui disent à peu près la même chose, hein. Ce principe conventionnel et constitutionnel de la liberté d'expression doit être
d'autant plus largement apprécié qu'il porte sur une œuvre, la création artistique nécessitant une liberté accrue de l'auteur qui peut s'exprimer tant sur des thèmes consensuels que sur des sujets qui heurtent, choquent ou inquiètent. Je ne citerai pas l'autre, hein, mais ce principe-là, on le trouve affirmé dans presque toutes les décisions rendues concernant des créations. Donc ça prouve bien hein, que c'est un principe qui est important pour les juges lorsqu'ils jugent des créations. D'ailleurs, il faut savoir hein, que lorsque j'ai interrogé les deux juges de la 17e chambre, ces deux présidents de la 17e chambre, elles m'ont toutes les deux dit à quel point elles étaient mal à l'aise lorsqu'elles jugent des créations, parce qu'elles ont en tête hein, la figure de Pinard, et qu'elles ne veulent pas être le nouveau Pinard, et elles sentent bien qu'il y a un problème dans le fait de juger une création exactement comme n'importe quelle expression, mais tout en manquant de catégorie. Hein. Donc il y a une sensibilité à la question de la liberté de création qui est très nette, mais pour autant, les tribunaux se heurtent à des questions fondamentales de définition. Alors, enfin, toujours dans les repères juridiques, je rappelle que lorsqu'on est face à une question de liberté de création, les juges doivent opérer une technique qu'on appelle la technique de la balance, donc qui est donc aussi une logique du cas par cas. En effet, la liberté de création ou d'expression se heurte à un conflit d'égales valeurs normatives, donc par exemple les droits de la personnalité, et il s'agit alors pour chaque espèce de savoir lequel pèse le plus. Hein, donc ça veut dire qu'on a vraiment une argumentation ad hoc pour essayer de hiérarchiser. Et c'est la raison pour laquelle c'est si intéressant d'aller voir ce qui se passe devant les tribunaux, puisqu'il faut un argumentaire propre à chaque espèce. Pour autant, lorsqu'on met les espèces en série, on arrive à voir qu'il y a des catégories qui émergent et des grands principes qui commencent à s'appliquer. Par ailleurs, hein, ce qui compte aussi, hein, c'est que on a dans les décisions un certain nombre de motivations. Hein, c'est vraiment mon travail porte sur la question des motivations, comment on motive les décisions, parce que dans ces motivations, il faut à un moment ou à un autre que les juges se heurtent aux questions de qu'est-ce qu'une création, comment reconnaît-on une œuvre d'art, a-t-elle des pouvoirs spécifiques? Or, on le sait, le droit et les juges n'ont pas à se prononcer sur le mérite d'une œuvre d'art. Donc, autrement dit, ils n'ont pas le droit de se fonder sur la question de la valeur artistique, qui est pourtant une des définitions possibles de l'art. Alors la question c'est, est-ce qu'il y a une impasse, hein, est-ce qu'ils sont confrontés à une impasse? Et donc c'est pour cette raison-là que l'on peut essayer de voir comment les juges français font et s'il y a des catégories qui émergent et si ces catégories sont opératoires, si elles permettent vraiment de définir une spécificité de la création artistique. J'en arrive donc à ma deuxième partie qui est la liberté de création et ses catégories dans la jurisprudence française. Il me semble qu'il y a deux catégories qui émergent tout particulièrement. La première catégorie qui est celle de la détermination d'un genre créatif. Si l'on s'intéresse à la jurisprudence, on peut observer qu'il y a quelques genres qui bénéficient d'une protection accrue en France. Ensuite, je m'intéresserai à la question de la fiction. Donc, tout d'abord, la question de la détermination d'un genre créatif. Alors, ce que les juges entendent par genre créatif peut être nommé différemment. Ce ne sont pas des théoriciens de la littérature, donc ils peuvent utiliser le terme de style, le terme de genre. Et tout cela, ça vise très souvent la détermination d'un style énonciatif, mais avec des critères qui varient évidemment, puisque, encore une fois, ce ne sont pas des théoriciens. Alors, parmi ces genres qui me semblent faire l'objet d'une protection particulière, enfin qui me semble, je ne suis pas du tout la seule à le dire évidemment, il y a l'humour, la satire, la caricature, des genres qui supposent une distanciation, et puis le rap.
hein, le rap qui, dans la jurisprudence française, bénéficie d'une protection particulière qui repose sur un certain nombre de définitions sur lesquelles je voudrais m'arrêter tout de suite. Donc je ne traiterai pas les questions de l'humour, la satire et la caricature. Pour moi, ça fait partie de cette première catégorisation hein, que les juges utilisent, qui est de déterminer le genre de texte qu'ils observent en considérant que l'humour, la satire et la caricature ont un plus grand droit à la provocation que l'expression traditionnelle. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Alors pour le rap, sur lequel je vais m'arrêter. Alors le rap est défendu avec donc des arguments qui peuvent être des arguments historiques, des arguments d'autorité du type la chanson a toujours été provocatrice. Ça peut être des arguments sociologiques et politiques. Hein, donc le rap fait partie des genres nécessaires dans une société démocratique ou reposer sur l'appréhension d'un pacte de lecture spécifique. Autrement dit, on a des arguments multicritères, hein, mais ce qui ressort, c'est bien la tendance à faire du rap un genre à part et donc à en faire une catégorie particulière d'expression, qui est donc une création particulière. Donc Nathalie Drouin, qui a beaucoup travaillé sur le rap, hein, a montré que la jurisprudence était dans l'ensemble favorable. Si l'on regarde une dernière décision qui a été rendue en France en mars, il semble qu'il y ait une sorte de revirement de la jurisprudence. D'ailleurs, les juges de la 17e, à la 17e chambre, on n'a plus les deux juges dont je parlais tout à l'heure, qui étaient des juges particulièrement sensibles à la question de la création. La preuve, quand je leur ai parlé de mon projet, elles m'ont tout de suite reçu et accueilli longuement. Il y en a une qui a fait une prépa littéraire et je pense que ces questions-là finalement comptent beaucoup plus que ce que l'on croit. Le juge actuel m'a semblé moins sensible à la question de la création. Donc le dernier procès en date, c'est celui de Nick Conrad, qui a fait une chanson qui s'appelle Pendez les Blancs, qui a été condamnée en mars. Voilà, peut-être y a-t-il un revirement de la jurisprudence. En tout cas, en France, hein, en 2005, la Cour d'appel de Rouen a rendu un arrêt qui est célèbre parce que cet arrêt dit des choses sur le genre du rap. Voici ce que dit l'arrêt. Donc c'était dans une affaire, c'était une chanson La France qui avait été, c'était le groupe Sniper qui entonnait une chanson La France, hein, évidemment, contre tous les symboles républicains français. Donc si la chanson intitulée La France contient à l'évidence à l'égard de la République, de ses représentants et des fonctionnaires de police des termes violents, parmi lesquels figurent les paroles visées par la prévention, il n'en demeure pas moins nécessaire de rappeler que le rap est un genre musical enraciné dans une culture populaire, trouvant ses origines dans la misère et la souffrance, le rejet et le ressentiment, et que dans la chanson incriminée, ce genre musical cultivant et s'appropriant l'insulte, la grossièreté et la violence du mot, en les faisant entrer dans la rime, ne fut et ne reste avant tout qu'un mode d'expression utilisé par l'auteur de la chanson et ses interprètes pour à la fois exprimer la désolation et le mal de vivre des jeunes en banlieue, leur refus de se résigner face à des situations vécues comme injustes et perçues comme un rejet, et formuler leur aspiration à un mode de vie autre que celui qui les exclut et les marginalise. Alors qu'est-ce que l'on peut lire ici dans cette définition du rap? Tout d'abord, cette idée que le style du rap suppose une origine dans la misère et la souffrance, le rejet et le ressentiment. Donc autrement dit, ici, le rap est associé à la problématique de la banlieue en France, conformément à l'image médiatique qu'il a. Je rappelle que le rap a fait l'objet de travaux en sociologie, notamment de Karim Amou en France, et qui a montré que le rap est beaucoup plus divers que cette définition que l'on a du rap ici, qui repose en fait sur une définition telle que les médias présentent le rap. Donc ici, le rap est défini par une référence à la banlieue, par son outrance verbale, sa violence verbale, mais aussi cette idée que par l'auteur s'exprime une génération. Donc il y a une question ici énonciative qui est que l'auteur est finalement un porte-parole d'une communauté beaucoup plus large que l'auteur. Donc
et c'est assez représentatif du discours que l'on a sur le rap lorsqu'il s'agit de relaxer des rappeurs. Pour le cas on a eu aussi en France un cas très célèbre, hein, qui est le cas de Orelsan, qui a été lui aussi relaxé par la cour d'appel de Versailles. Et donc la cour d'appel de Versailles, hein, je ne l'ai pas mis ici, insiste beaucoup sur le fait que Orelsan ne s'exprime pas en son nom. En fait, que ce n'est pas qu'un rappeur n'est pas qu'on doit faire la différence entre un rappeur et une personne, hein, que le rappeur a pour objet il a une persona, hein, et que le genre du rap suppose qu'on fasse une distinction très nette entre le rappeur et l'individu Aurélien Cotentin, qui est le nom de Orelsan. Donc je n'ai pas le temps de développer vraiment cette question du rap, hein, je pourrais en reparler si vous voulez dans les questions, mais donc ce qu'il faut retenir, c'est que le rap fait l'objet d'une définition qui est assez consensuelle, hein, qu'on le retrouve dans un certain nombre de définitions, qui protège dans l'ensemble le rap, hein, parce que cette définition lui permet une outrance verbale que d'autres genres ne permettent pas, un peu comme la caricature, la satire, etc. Il y a un autre genre qui est souvent mobilisé par les tribunaux dans des questions d'atteinte aux droits de la personnalité, c'est le genre de l'autofiction. Alors le genre de l'autofiction, c'est donc un genre qui est vraiment une catégorie littéraire, qui est utilisée par les juges, mais dont le sort est beaucoup plus variable que le genre du rap. J'ai relevé un cas où explicitement, et là c'est encore Anne-Marie Sautreau à la 17e chambre, qui est la juge dont je parlerai tout à l'heure lorsque j'étudierai Beignet-Burkel, qui a voulu, dans le cas de l'affaire du jugement rendu à l'égard de Nicolas Fargue, en France, hein, toujours, donc dans le contentieux qu'il opposait à son ex-compagne pour avoir porté atteinte à la vie privée, à sa vie privée dans le roman J'étais derrière toi. Donc il y a un roman qui s'appelle J'étais derrière toi, dans lequel l'auteur Nicolas Fargue raconte sa vie, hein, c'est le propre de l'autofiction. Son ex-compagne porte plainte, l'auteur est relaxé, et dans les motivations de la décision, le genre de l'autofiction est mentionné, et il y a tout un passage, hein, qui dit que si on condamne Nicolas Fargue, dans ce cas-là, le genre de l'autofiction va disparaître, hein. C'est explicité dans la décision. Donc on voit bien ici cette attention au genre. Attention, on a un genre qui s'appelle l'autofiction, qui va sans cesse proposer des questions en droit de la personnalité, hein, puisque le propre même du genre de l'autofiction, c'est de mettre en scène une personne et ses proches, et d'inventer, puisque c'est ce genre un peu hybride, hein. Donc attention, il faut la protéger. Mais c'est la seule décision où on a ce type d'affirmation. Dans l'ensemble, au contraire, l'autofiction est plutôt condamnée. Et même dans le cas qui a opposé Christine Angot à Élise Bidois, hein, Christine Angot qui a aussi eu un procès pour avoir représenté Élise Bidois, on trouve dans les motivations du tribunal exactement le contraire, une sorte d'agacement même qui est traduit, hein, dans la décision, puisque le tribunal a dit explicitement que l'autofiction n'est pas un genre qui doit protéger systématiquement, donc on ne peut pas se protéger sous le genre de l'autofiction. Donc voilà, pour tout ça, c'est ces catégories du genre, hein, qui émergent dans les différentes décisions. On voit bien que avec ces catégories de qualification, qui sont des catégories issues du monde de la création, les décisions sont plus ou moins variables. Il y a certains genres qui protègent, à mon avis, plus que d'autres. Il faut savoir aussi que de nombreux juristes en France souhaitent faire accepter l'idée que le style littéraire serait un genre à part entière, et donc à imposer l'idée que l'énonciation littéraire impliquerait l'absence de ressentiment et d'intention de nuire. Donc si on lit, hein, notamment les travaux de juristes en France sur la liberté de création, on a un certain nombre d'articles qui plaident en faveur de cette idée d'une spécificité du style littéraire. Et on peut dire que dans les décisions notamment rendues depuis 2010, on voit l'agacement des tribunaux par rapport à cet argument qui est mobilisé en fait par les avocats de la défense, puisque dans un certain nombre
de décision. Le tribunal précise, par exemple, dans l'affaire Geoffrey, Geoffrey qui a été attaqué par Dominique Strauss-Kahn pour le roman, pour l'avoir représenté dans le roman La balade de Rikers Island, le tribunal explicite la chose. Il dit: il ne saurait être soutenu par pure pétition de principe et à grand renfort de termes véhéments qu'il existerait une immunité absolue du créateur, lequel jouirait de la liberté la plus totale. J'étais au procès, c'est une réponse ici face à l'argumentaire de l'avocat qui dit il y a une spécificité du style, du genre littéraire. Le genre littéraire est inattaquable. Autrement dit, c'était ici une plaidoirie fondée, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à mettre dans le dossier. C'est ce que disait l'avocat. L'avocat m'a clairement dit le dossier est implaidable. Donc, il s'est réfugié. Il a utilisé ce qui marche finalement, la dernière chose qu'il pouvait utiliser, à savoir la création, et doit faire l'objet d'une exception. Et le tribunal a bien précisé qu'il n'était pas d'accord avec ce point, et heureusement. Voilà donc pour la première catégorie que je voulais mettre en valeur ici, que je voulais faire ressortir, qui est la catégorie du genre, qui me semble être une catégorie assez opératoire quand même, parce que elle permet d'identifier un certain nombre de traits qui peuvent être historiques, qui peuvent être aussi fondés sur des éléments linguistiques, par exemple la question de la polyphonie énonciative, la question de l'outrance verbale. Il y a toute une série de points qui me semblent opératoires, mais bien entendu, je prêche pour ma paroisse. Je pense que les tribunaux gagneraient à être aidés de linguistes ou de littéraires pour identifier et avoir les codes de ces genres. Maintenant, j'en viens à la catégorie de la fiction. Alors la catégorie de la fiction, on la trouve partout. On l'a trouvée de manière très étonnante dans Golgotha Picnic. On y reviendra lundi. Et ça, c'est clairement sous l'influence d'Agnès Tricouart. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une jurisprudence où finalement tout le monde se connaît. Il y a la galette des rois de la 17e chambre qui est vraiment le moment mondain de l'année où ils se rencontrent tous. C'est vraiment un tout petit monde, la 17e chambre. Et donc Agnès Tricouart, qui a écrit un livre sur la liberté de création, qui elle défend coûte que coûte l'idée que la catégorie clé pour défendre la création en France, c'est la fiction, qu'elle est beaucoup plus objectivable que la création. Puisque la création n'est pas objectivable, eh bien, déplace en problème en nous demandant si c'est de la fiction ou pas de la fiction. Si c'est de la fiction, on ne condamne pas. Si ce n'est pas de la fiction, on condamne. C'est à peu près ça, ce que dit Agnès Tricouart. Alors, mon hypothèse est que l'usage de cette catégorie introduit une grande insécurité juridique et qu'elle conduit à un certain nombre d'abus que je voudrais montrer à partir de la décision qui a été rendue à l'égard du roman Pogrom en 2006. Donc il faut savoir que cette décision rendue à l'égard du roman, c'est une décision qui a été saluée notamment par Agnès Tricouart, mais par un certain nombre de juristes, comme étant enfin une décision qui permet de reconnaître la spécificité de la liberté de création. Donc elle est citée partout, cette décision, elle est vraiment très importante. Et d'ailleurs, dans la plupart des décisions ultérieures, on trouve une référence à cette décision. Donc c'est pour dire vraiment qu'elle est appelée, que beaucoup de juristes la considèrent comme ayant... Agnès Tricouart dit qu'il faut la marquer d'une pierre blanche, par exemple. Alors, je vais d'abord vous rappeler les faits, puisque déjà, vous ne connaissez pas forcément le contexte. Donc, en 2005, Flammarion a publié un roman qui s'appelle Pogrom. Quelques semaines après sa parution, le livre a attiré l'attention du CRIF, du Premier ministre de l'époque, Jean-Pierre Raffarin, ainsi que des écrivains Bernard Comment et Olivier Rollin, qui ont publié une tribune dans Le Monde afin d'en dénoncer le caractère antisémite. Je vous ai mis ici le passage de la tribune dans Le Monde. Tout dans ce roman, décidément inqualifiable, dégage l'odeur du remugle fasciste. On se sent ici sali au simple exercice de citations, qui ne sont même pas les pires du livre. Mais voilà, c'est publié dans la France de 2005 et accompagné de louanges de la presse. On voudrait que ce soit un cauchemar. Donc, dans ce roman, le héros s'appelle l'inqualifiable. C'est un professeur de philosophie qui entretient une relation avec une riche héritière chez qui il vit dans le 6e arrondissement parisien. Il la méprise et la trompe régulièrement
avec une de ses élèves notamment, jusqu'à ce qu'il rencontre Rachel, une femme juive, que son ami arabe, Mourad, lui présente. Donc voilà, pour ça il faut donc avoir en tête, hein, Rachel est une femme juive, qui est une femme juive présentée par son ami arabe. Cette rencontre entre les deux est l'occasion pour Mourad, donc l'ami arabe, de développer longuement son opinion contre les juifs dans un chapitre entièrement consacré à une énumération de tous les clichés de l'antisémitisme. Donc selon l'auteur, la violence du propos et le style adopté, qui sont donc largement orduriers et outranciers, s'inscrivent dans la lignée de Céline et de Bret Easton Ellis, qui connaît alors un grand succès en France. Hein, voilà ce que dit l'auteur. Et l'auteur dit qu'il cherche à explorer le mal. Mais, je vous dis tout de suite, un des problèmes posés par le roman est que le narrateur, l'inqualifiable, présente les mêmes traits biographiques que l'auteur. Hein, c'est-à-dire que le narrateur et l'auteur, ils sont profs de philo, écrivains, vivent au même endroit, sont nés et ont travaillé dans les mêmes lieux, Argenteuil, Beauvais. Donc on a un certain nombre de proximités entre le narrateur et la figure de l'auteur, ce qui est important, à mon avis, pour essayer de comprendre cette polémique. Donc, si je reprends les faits, face à la polémique, le ministère public a décidé de poursuivre l'auteur et l'éditeur devant le tribunal correctionnel de Paris par les moyens de délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes. Moi, je ne cite pas tout, hein, donc bref, provocation à la haine. Et puis, injure publique à caractère racial, ainsi que message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, susceptible d'être vue ou perçue par un mineur. L'affaire a donc été jugée à Paris à la 17e chambre le 16 novembre 2006, qui relaxe totalement l'auteur et son éditeur. Or, pour motiver son jugement, le tribunal correctionnel a établi comme principe qu'il fallait qu'il fallait lire l'ensemble comme une fiction, et donc a formulé le principe suivant, qui est que la fiction entraîne la disparition matérielle des délits à l'échelle de tout le texte. En effet, hein, si on lit ce passage, la fiction établirait un contrat de distanciation valable pour l'ensemble des énoncés du livre. Donc voilà, donc on a bien ici un principe qui est un contrat de lecture appliqué à tout le roman, quels que soient les énoncés ensuite qu'ils vont examiner. C'est la première fois hein, que l'on voit un principe comme ça, qui est la détermination d'un contrat de lecture pour l'ensemble du livre. Donc je lis ou vous avez eu le temps de le lire ? Moi je lis avec vous comme ça. Attendu que les propos incriminés sous les qualifications de provocation et d'injure sont placés dans la bouche de personnages de ce roman, tandis que les messages violents ou pornographiques poursuivis se rapportent à des comportements qui leur sont prêtés au cours d'une scène de zoophilie et de sodomie exposée en termes particulièrement crus. C'est là que c'est important, que la notion même d'œuvre de fiction implique l'existence d'une distanciation qui peut être irréductible entre l'auteur lui-même et les propos ou actions de ses personnages, qu'une telle distance, appréciée sous le prisme déformant de la fiction, est susceptible d'entraîner la disparition de l'élément matériel des délits. Autrement dit, qu'est-ce qu'on a comme affirmation ici? Que la fiction entraîne la disparition de l'élément matériel des délits, ce qui veut dire, autrement dit encore, que la fiction ne peut provoquer à la haine. C'est ça le principe qui est retenu pour lire Pogrom. Et donc, d'après ce principe, quels que soient les énoncés qui sont évalués par le tribunal, ils relèvent de la fiction et donc ne sont pas condamnables. Et Éric Besnier-Burquel est donc relaxé grâce à ce principe. Sa responsabilité ne serait pas engagée dans les propos fictifs représentés, puisque ce sont des propos de personnages. Or, mon hypothèse est que la fiction n'est pas un outil adapté pour régler cette histoire, que la linguistique et la narratologie ont des outils plus adaptés pour appréhender ce roman et les usages complexes de la langue qu'elle induit. Autrement dit, il me semble que le tribunal, ici, on est resté à une lecture très simpliste des rapports entre auteur, narrateur, personnage. À partir du moment où c'est un roman, il y a cette idée que ce que disent les personnages, c'est
ça relève de la fiction, comme une sorte d'entité close qui n'aurait aucun pouvoir dans l'espace social et surtout qui n'aurait aucun lien non plus avec l'opinion de l'auteur. Hein. Donc, une sorte de raccourci qui ne reflète pas du tout, il me semble, la complexité de ce que nous, littéraires, mettons en lumière dans nos propres travaux lorsqu'on se confronte à des corpus littéraires. Les corpus littéraires sont complexes et c'est bien la raison pour laquelle on a nos disciplines qui essaient de développer des outils pour les appréhender. Alors, je voudrais le montrer à partir de plusieurs exemples. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier de ces questions-là au tribunal. Hein. Il faut savoir que les tribunaux travaillent toujours à partir de listes de passages. Hein. Ce sont donc les listes de passages. On va en retenir certains comme provoquant à la haine ou pas, ou bien portant atteinte à la vie privée. Donc là, c'est la même chose. Hein. Donc, certains passages ce sont des passages qui sont relevés par l'accusation. Et j'en ai relevé quelques-uns. Je vais essayer de vous montrer pourquoi c'est beaucoup plus complexe que la réponse qu'en a donnée le tribunal, consistant à dire c'est de la fiction, donc on ne condamne pas. Alors, le premier passage, ce premier passage, vous l'avez sous les yeux. Alors, c'est un passage dans lequel on a... Je vais peut-être le lire d'abord. Donc, Mourad, c'est l'ami arabe, l'ami arabe de l'inqualifiable. Mourad a toujours rêvé d'un maître comme lui, pense l'inqualifiable. Il ne voulait pas d'un ami, mais d'un maître. Mourad est un brave chien, il n'est pas méchant, il est con, c'est tout, pense l'inqualifiable en souriant à Mourad. Donc ici, c'est celui qui parle, c'est l'inqualifiable, par le biais d'un discours indirect libre. Ensuite, Mourad dit qu'il n'aime pas les juifs. Ici, c'est le point de vue de Mourad. 3. Ses meilleurs amis sont pourtant juifs, grommelle Rachel. C'est le point de vue de Rachel. Au discours direct ou indirect, là c'est pas très clair. Ce n'est pas pareil, rétorque Mourad. Eux, c'est des potes. Et elle, sa copine, pas les juifs. Qu'est-ce que ça sait faire un juif, en dehors de brailler qu'il mérite le respect parce qu'il fait partie du peuple élu? Tout ce qu'il défend, lui, dit Mourad, c'est sa race. Oui, sa race, car elle court un grand danger, sa race. C'est de l'histoire en voie d'extinction la race des Arabes, celle-là même qui donna naissance à l'une des civilisations les plus éclairées et les plus inventives de la planète. Alors ici, c'est le point de vue de Mourad. Et les deux passages en gras sont les passages qui sont poursuivis. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire ici sur ces passages qui sont poursuivis? Tout d'abord, ce sont des passages, les deux passages en gras, où il n'y a aucune marque énonciative, c'est-à-dire où on a un effacement énonciatif, on n'a pas d'incise qui dit, par exemple, dit Mourad, ou, etc. Et ces passages, de plus, ils sont au présent de vérité générale, donc au présent de vérité générale, avec des catégories génériques du type un juif, la race des Arabes, donc toute une série de phénomènes qu'on peut appeler des phénomènes d'aphorisation, qui donnent à ces énoncés, qui détachent ces énoncés de l'univers fictionnel. On peut très bien les lire sans connaître les personnages de la fiction, ils sont donc parfaitement détachables. Mais pour autant, les deux passages qui sont en gras sont clairement rattachés au point de vue de Mourad, puisque dans la phrase qui est au milieu des deux phrases en gras, on peut voir l'incise dit Mourad. Donc on voit bien ici que ce sont des paroles qui sont rapportées à ce personnage, et en plus ce personnage est qualifié juste avant de con. Autrement dit, il y a une certaine distanciation par rapport aux propos qui sont tenus, même si ils sont parfaitement détachables. Donc on voit ici que oui, il me semble que ça se tient de dire que ce sont des paroles de personnages de fiction, parce que dans l'entourage, il y a très proche des deux énoncés, l'incise dit Mourad, qui permet de bien rappeler que c'est un personnage qui s'exprime et donc que ce n'est pas l'auteur. Donc là, c'est le premier exemple. Mais dans l'exemple suivant, qui est beaucoup plus long, là, c'est beaucoup plus problématique. Parce que, en effet, le monologue de Mourad s'étend ensuite sur 5 pages, sans qu'on retrouve de tels procédés de distanciation, et s'effectue dans un discours indirect libre dont les marques grammaticales sont quasiment absentes. Autrement dit, on a tendance à oublier la source énonciative, qui est nettement effacée,
Donc comme c'est dans cet extrait qui est poursuivi par l'accusation. Je vais le lire quand même s'il est long, pour que vous ayez quand même en tête le genre de propos du roman. Ils l'auraient enfin pour eux seuls, leur vénéré Proche-Orient. Ici, on est encore dans du discours en direct libre, mais ensuite. Et puis, ils sont partout, les Juifs, à la télé, à la radio, à la banque, sur Internet, la bourse, la justice, la médecine, la culture. Pas un endroit où ils n'aient posé leurs immaculées fesses d'élection. Ils occupent toutes les places stratégiques, non? Et ils trouvent encore le moyen de se plaindre, comme s'ils n'en avaient pas assez de tout posséder. Les pieux martyrs déplorent en effet qu'on les trahisse encore, qu'on les veuille débiter en tranches. Les Arabes, les Nègres, les Chinois, les Sioux, tous les peuples contre eux, tous les voyous de la planète, tous les mauvais larrons, qu'on a plein de meurtres dans les arrière-pensées, qu'on n'en a pas eu assez de les faire cuire à Auschwitz, Buchenwald, Treblinka, qu'on ne les aime qu'en cendres chaudes ou empalées sur des tombes profanées, avec plein de croix gammées, peinturlurées sur la gueule. On les maltraite, on les martyrise, on les injurie. Eux, les élus, les abandonnés de la pureté, les arrière-petits-fils de Dieu, les consacrés de l'Alliance, les fidèles d'entre les fidèles, les seuls vrais confidents de l'Éternel. Ça ne leur est pas encore sorti de la tête, le génocide, ils l'ont toujours en travers de la gorge. Ils le ruminent, ils le remâchent sur tous les airs, à toutes les crèmes, et bien haut pour qu'on les plaigne. Il faut qu'on se souvienne de la façon dont on les a malmenés, déshonorés, dilapidés, disséqués à travers les âges. Eux, les génies incompris du verbe, ils le ressortent, leur génocide, dès qu'ils sont peu ou prou suspectés, discutés, attaqués, sifflés par la communauté internationale. Comment ose-t-on s'en prendre à ceux qui ont tout perdu dans les camps? Ils ne supportent pas la contradiction, ils ne souffrent pas la plus petite allusion à leur bourde, il n'y a pas de couac chez les youtres. Vous avez vu, j'ai pu lire ce passage comme un essai, c'est-à-dire un passage qui peut être complètement extrait du roman, parce que il y a un très fort effacement énonciatif, mis à part la forte oralisation du passage, mais ça peut, ce n'est pas du tout un argument qui prêche en faveur d'une distanciation. En effet, on n'a pas une seule incise ici, renvoyant au locuteur, qui permettrait de réassigner le discours à Mourad. Mourad a disparu. On remarque en outre que le passage comporte du discours en direct libre, enchâssé, dans celui de Mourad, dont les Juifs seraient les énonciateurs. Comment ose-t-on s'en prendre à ceux qui ont tout perdu dans les camps? C'est le discours des Juifs. Or, c'est une configuration, lorsqu'on a un discours en direct libre, qui est enchâssé dans un discours indirect libre, qui est très souvent perçu comme particulièrement difficile à interpréter. Gilles Philippe l'a très bien montré dans ses travaux en 2005, qu'il est impossible de prévoir avec certitude que le lecteur puisse parcourir le chemin cognitif consistant à reconnaître cet enchâssement des points de vue. Ça crée donc un effet de brouillage énonciatif tel que le lecteur peut difficilement assigner ce discours avec certitude. Par ailleurs, on peut voir là encore des marques d'une aphorisation. Le passage fait une large place à tous les clichés de l'antisémitisme, leur omniprésence dans les métiers du pouvoir, leur tendance à la victimisation, la référence systématique au génocide. Et puis, là, comme tout à l'heure, on voit l'emploi du présent de caractérisation, des catégories génériques, les Juifs, les Arabes. L'énonciation est donc généralisante et ne présente pas de marque d'ancrage dans un contexte fictif, ce qui permet de lire ces pages comme une tribune antisémite autonome. Et donc il y a ici, il me semble-t-il, une distanciation vis-à-vis de ce qui est dit, qui est très faible, puisque le personnage de Mourad est loin, et il faut savoir par ailleurs que Mourad est un personnage qui n'apparaît dans le roman que pour proférer ce discours. Il n'a aucun autre rôle dans l'histoire, et que par ailleurs, l'auteur du roman est un antisémite notoire. Donc on voit bien que, me semble-t-il, il y a la fiction sert de prétexte à déverser un monologue antisémite. Et que ce qu'affirment les juges, à savoir qu'il y a une distanciation irréductible entre l'auteur et les propos ou actions de ces personnages, est en réalité faux. C'est faux, puisque linguistiquement, rien ne permet de l'affirmer. Tout est fait au contraire pour qu'il n'y ait pas de distanciation et qu'il y ait un brouillage des points de vue et une aphorisation du discours qui est donnée du coup comme une vérité sans modalisation. Donc ici, c'est seulement le contrat fictionnel à l'échelle du livre qui permet de l'affirmer, qu'il y a une distanciation. Mais ce contrat est sans cesse mis à mal par la forte ressemblance entre l'inqualifiable, le narrateur, et l'auteur,
ainsi que tous ces phénomènes que j'ai analysés. Donc je ne pourrais pas développer plus hein, puisque l'heure tourne, mais je voulais insister sur ce passage-là pour montrer que il me semble que cette application a priori du principe de la fiction repose sur des principes qui sont faux, qui ne fonctionnent pas ici et qui méconnaissent la complexité possible des configurations littéraires, notamment par le biais du discours indirect libre et des effets d'effacement énonciatif qu'ils permettent. Autrement dit, vous l'aurez compris, ce sont des affaires qui me montrent, qui semblent montrer que les juristes devraient s'entourer de linguistes ou de littéraires qui leur permettraient de s'intéresser de près à ces questions-là et qui pourraient leur donner des outils, notamment la question de l'analyse de l'énonciation, la catégorie de la polyphonie en linguistique, qui, je crois, pourrait aider à se débrouiller avec ces énoncés qui sont extrêmement complexes. Il faut quand même les lire de près pour essayer de savoir où est le point de vue, et avoir une certaine spécialité. Et ce n'est pas que ce roman qui pose cette question-là, parce que il y a beaucoup de travail en narratologie qui montre bien que c'est une tendance du roman contemporain de brouiller les pistes. Raphaël Baroni l'a bien montré avec Michel Houellebecq. Et chez Michel Houellebecq, il a vu exactement la même chose. Je le cite, il met en évidence la récurrence d'énoncés aphoristiques s'apparentant au genre philosophique et scientifique, dont la nature tient à leur caractère détachable du contexte où ils sont énoncés. Et c'est exactement ça. Là, on a un discours qui est détachable, et Michel Houellebecq est très connu pour justement avoir cette ambiguïté. Il y a un autre concept qui est développé par Jérôme Mézot, qui est le concept de posture, qui rappelle les possibles effets de contamination des discours fictifs des personnages et des discours réels de l'auteur. Donc tout cela qui consiste à séparer aussi de manière aussi étanche la fiction de la réalité, l'auteur et le narrateur, ne correspond pas du tout aux tendances qui sont mises en lumière par les littéraires actuellement. Voilà, j'en ai fini.